Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour le numéro 68, je crois, de MPCM, Laurent Miesbauer, journaliste, rédacteur, ami de Tintin et spécialiste du sport automobile, à qui j'ai réservé deux petites définitions. La première, dans le dictionnaire du diable, j'ai choisi le mot main, parce que le mot main, c'est quelque chose de très important pour les pilotes. La main, c'est l'instrument singulier se trouvant à l'extrémité d'un bras humain et souvent enfoncé dans la poche de quelqu'un d'autre. Ça te donne quoi comme réflexion? Voilà, souvent, je dirais pas, je pense que ça fait allusion à des pickpockets, et puis dans une petite ville comme Sion, ça n'existe pas, quoi. Donc voilà. Et puis l'autre, c'est le mot mécanique. Alors ça, c'est trop compliqué à expliquer. Regarde faire le mécanicien et tais-toi. Toi qui es ami du sport automobile, ça te dégage quoi comme impression? Je trouve que c'est très juste, il faut laisser faire aux professionnels. Et puis je ne suis pas seulement un amateur de sport automobile, je suis tintinophile, donc j'aime un petit peu les BD. Et cette citation me fait penser à celle de Goscinny, le scénariste d'Astérix, qui était ami avec Jean Graton, le dessinateur de Michel Vaillant. Et puis Goscinny disait à Jean Graton, j'ai jamais compris pourquoi les moteurs à explosion n'explosaient pas. D'où ses connaissances de mécanique. Avant de parler des trois livres que nous a amenés Laurent Miesbauer, je veux juste vous recommander aujourd'hui, c'est le numéro 2 de la série, le Troyacor. C'est vraiment un chef-d'œuvre catalan d'un ami catalan, Miquel de Palol, un immense écrivain qui a pour objectif très souvent de tromper le lecteur de la première ligne à la dernière, une curiosité phénoménale, une architecture du roman absolument fabuleuse. Et c'est un roman exigeant, hein. Le premier tome laissait le lecteur pantois avec la tentative d'un groupe qui a perdu son leader d'en trouver un autre dans une prison qui avait exactement le même physique que lui. Et ils ont essayé préalablement de le changer, de le faire penser comme lui, de le faire vivre comme lui, etc. Ça, c'est le numéro 2, vraiment un chef-d'œuvre. Il est paru en poche avec un traducteur vraiment remarquable qui a obtenu plusieurs prix, Monsieur Durazzo. Je recommande vivement à Collection Poche ce livre de Miquel de Palol, Autre chose. Et puis alors, Laurent Miesbauer nous a apporté trois livres, trois livres. Le premier, c'est un doublé. Je le présente tout d'abord dans sa version, on va dire, voilà, c'est relativement bernoise. Version bernoise. Traduction de Tintin en bernois qui est beaucoup plus fidèle à la version française que la traduction allemande. En allemand, c'est Timmenstruppi, et puis en bernoise, c'est Tintens et Milou. Alors ça, c'est vraiment ma BD préférée. Je ne suis pas vraiment tu as choisi la bonne, un amateur, mais cette BD-là, enfin, je l'ai lue plusieurs fois, extraordinaire. Tu nous fais un petit pitch de Tintin au Tibet? Alors, c'est l'histoire d'un rêve prémonitoire, c'est l'histoire d'une rencontre entre Tintin et Chang, qui est en fait la rencontre de Hergé et Chang. Hergé avait connu un jeune étudiant chinois dans les années 30 à Bruxelles, et ils se sont perdus de vue, et puis il a pensé qu'ils allaient se rencontrer, et effectivement ils se sont rencontrés en 81, quelques années après Tintin au Tibet, qui est vraiment une belle BD que je cite dans un des derniers livres. Tu me présentes le deuxième là? Non, pas encore, non, on reviendra après. Donc Tintin a suscité passablement de vocations, et entre autres celle du célèbre avocat français Thierry Vickers. Il explique sa vocation de devenir avocat par la lecture de Tintin au Tibet, et plus particulièrement par la rencontre de Chang et du Yeti à la fin de l'album. Deux points, ouvrez les guillemets, début de la citation. C'est pour moi l'image même du métier d'avocat, reconnaît Thierry Vickers. En révélant la bonté de l'abominable homme des neiges, Hergé nous montre la part d'humanité qui existe même dans ce qui paraît inhumain. Alors ça, c'est exactement le discours que tient Jacques Vergès dans son fabuleux dictionnaire amoureux de la justice, que je recommande à tout le monde, surtout aux jeunes avocats et jeunes stagiaires. Et cette citation, je l'ai écrite dans un des articles du bouquin que tu présenteras en troisième position. Alors moi, ici, tu as apporté ça que je ne connaissais pas du tout. Traduction en bernois.
Qui a eu l'idée justement de traduire Je ne sais pas exactement, bernois, je sais que c'est quelqu'un, si je ne fais pas. Parce que si naturellement tout le livre est traduit, hein. Ouais. Tout le livre est traduit. C'est très très bien, donc il y a quelques, justement, c'est le bernois, donc il y a beaucoup de mots empruntés au français. Les bernois ne disent pas danke, ils disent merci. Et là, ils écrivent M-A, tréma, R-2-S-I. D'accord, ok. Et alors, ça c'est un de tes livres, tu as apporté, c'est le livre du sport automobile suisse 1986-1987. Alors, qu'est-ce que ça dénote chez toi, ce livre, dans ton parcours personnel? Alors, c'est le premier livre que j'ai commis, il y a bientôt 40 ans, ce qui ne me rajeunit pas. Et à l'époque, justement, j'étais rédacteur à la revue automobile, je m'occupais de sport automobile. Et puis, j'explique justement qu'après avoir étudié l'histoire et le journalisme à l'Université de Fribourg, l'auteur de ce livre, passionné de sport automobile, il en tête d'ailleurs lui-même, devait être appelé à la tête de la rédaction sportive de l'unique hebdomadaire spécialisé de la Suisse romande. Et puis, j'avais dit jusqu'ici, personne n'avait osé traiter en français la base de la pyramide du sport automobile suisse, c'est-à-dire les slaloms et les différentes courses en circuit, entre courses de côte que tu as fréquentées de près, je crois, entre Ayen et Angers. Voilà. On va parler un peu de sport automobile après. Et puis alors, le troisième, qui va me lancer sur les premières traces de cette interview. Le troisième, c'est une grande nouveauté, c'est sorti au début du mois de juillet. Il est encore commercialisé à la Fondation Janada. Donc c'est le catalogue de l'exposition temporaire Léonard Janada sur les traces de Tintin. Donc ça met en miroir les photos qu'a faites Léonard Janada, qui a été jeune photoreporter. Et je me suis aperçu que beaucoup de ces photos ressemblaient à des cases des aventures de Tintin. J'ai écrit à Léonard Janada, enthousiaste, il a dit on fait tout de suite une exposition. Et puis donc je lui ai présenté, j'ai organisé un rendez-vous avec Nick Rodwell, le grand patron des droits de Tintin, Tintin Imagination. Et puis à l'inauguration, Nick Rodwell a fait un très beau discours et il cite en ouverture de ce livre, voilà, Tintin et Léonard Janada sont des combattants, une source d'inspiration pour chacun d'entre nous, et c'est signé Nick Rodwell. Et puis une chose intéressante, donc tout le monde sait que Léonard Janada est décédé le 3 décembre 2023, et c'est écrit ici, il gardait précieusement à son chevet la maquette de ce catalogue qui lui tenait particulièrement à cœur. Donc il n'a pas pu assister à l'exposition, mais il a suivi presque de A à Z la production de ce catalogue. Et qui c'est qui a monté l'exposition? Alors c'est Sofia Cantinotti et Jean-Henri Papillou, qui est vice-président de la Fondation Pierre Janada, avec l'aide du musée Hergé, de Nick Rodwell et puis un tout petit peu de moi. Donc on est d'accord, elle est toujours en cours? On peut la visiter jusqu'au 19 novembre, donc vous avez le temps. D'accord. 2024. Et donc là on voit une partie des images mises en miroir. Des images. Et en quoi Léonard Janada, c'est un peu Tintin? Parce que j'avais cette question en préparant cette interview, je me suis dit, mais Laurent Misoire, c'est plus Tintin que Léonard Janada. C'est difficile à dire parce que Léonard Janada a commencé à écrire ses reportages d'abord sur les États-Unis, dans la Gazette de Martigny, dans le Nouvelliste déjà à l'âge de 18 ans. Moi j'ai aussi commencé à 17-18 ans à écrire mes premiers articles dans le Nouvelliste sur le basket, puis après sur l'automobile. Et c'est vraiment, Léonard Janada expliquait que toutes les semaines, il lisait avec beaucoup d'intérêt les aventures de Tintin qui étaient publiées dans l'hebdomadaire catholique L'Écho illustré. Et il faut bien se rendre compte, à l'époque, il n'y avait pas de télévision, donc il a commencé à lire ça autour de l'âge de 7 ans, donc c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, étant né en 1935, donc c'était en 1942. Et à l'époque, ça faisait rêver ces jeunes premier Tintin, c'est quand le premier? Le premier Tintin, donc, qui a été publié dans l'hebdomadaire Le Petit XXe siècle, le 10 janvier 1929. 6 ans avant la naissance de Léonard Janada. Et tu te rappelles ton premier contact avec Tintin? Ma sœur lisait Tintin, qui est 4 ans plus âgé que moi. Mon père, justement, il n'était pas tellement BD, mais il
trouvé que Tintin c'était vraiment bien fait. On voit beaucoup de respect du lecteur, les dessins sont soignés. Hergé prenait vraiment du temps pour se documenter, pour soigner les dessins, pour soigner le scénario. Et à partir du Tintin, le Lotus Bleu, c'est vraiment des petits chefs-d'œuvre, même si dans le premier album Tintin au pays des soviets, il y a déjà des cases qui sont graphiquement très intéressantes. On mettra pour ceux qui nous écoutent une photographie parce que en face de toi, tu n'as pas simplement la caméra, tu as Tintin et Milou. Exactement. On va le prouver, on ne va pas tourner puisqu'on fait pas de montage, etc. Voilà. Mais tu es en face de Tintin et Milou et tu leur parles. Donc, Tintin et les femmes. Là aussi, c'est une thématique qui a donné lieu à beaucoup d'articles. Il faut se remettre à l'époque, 1929-1930, la place des femmes n'était pas aussi importante que maintenant. Alors certains ont traité Hergé de misogyne. En fait, c'était un peu dans l'air du temps, comme maintenant on fait beaucoup d'efforts pour promouvoir par exemple le football féminin. Et moi je serais même partisan pour l'égalité des sexes, qu'on ait des équipes mixtes. Hommes-femmes, pour l'instant, c'est pas encore là. Moi, ça serait encore justement la France est devenue championne olympique en judo avec une équipe mixte. Voilà. Donc ça vient, et puis je trouve que ça serait bien d'avoir des équipes mixtes de basket, de football, de handball. Ça serait vraiment l'égalité parfaite. Et puis alors, quand on parle de Tintin, de la Belgique, etc., j'ose invoquer le Congo. Est-ce qu'il y a eu un silence un peu volontaire de Hergé sur cette période absolument dramatique voilà, là aussi... d'assassinat, hein, on va dire. Médiatique sur ce... Non, sur mais des millions de Congolais qui sont... Voilà. C'était en quelle année ces assassinats? J'ai cru comprendre que ça c'est vraiment des millions entre 1880 et 1930. D'accord, donc avant l'arrivée de Tintin, comme il arrive... Oui, mais comme c'était 1900... les Belges qui étaient au Congo, je me suis dit que peut-être sa responsabilité de... C'est le même procès que pour sa prétendue misogynie et son prétendu racisme. Et il bat en touche tous ces problèmes de racisme, justement en montrant que c'est un grand ami de Chang, qui n'est pas européen, qui est asiatique. Donc, et puis aussi, il a souvent relevé que beaucoup de Congolais appréciaient beaucoup Tintin au Congo, comme pour l'absence des femmes dans les aventures de Tintin. Le lecteur lambda qui a un petit peu de jugeote se replace justement dans les années 30 où l'image des Africains de l'époque n'était pas celle qu'on a maintenant. On a eu aussi beaucoup de procès en Suisse. Il paraît qu'il y avait une espèce de troupe de cirque qui allait de village en village pour montrer des villages nègres. Et ça a été très condamné naturellement, mais à l'époque c'était quelque chose comme toi, nous on a mangé des têtes de nègre quand on était jeunes. Je crois que j'ai raconté lors d'une émission que justement mes filles sont choquées quand je dis j'aimerais bien prendre une tête de nègre avec le café, et elle dit mais papa on appelle ça tête de choco, et en réalité c'était un réflexe de nos représentations enfantines quand nous avions 5 ou 7 ans. Et donc je pense qu'il faut remettre un peu dans le contexte, et tous ces procès de prétendue misogynie ou prétendue racisme d'Hergé ne tiennent pas la route. Il y a des grandes BD qui ont eu beaucoup de succès. À la mort du dessinateur, il y a des gens qui ont pris le relais pour garder le même personnage, ou les scénaristes, etc. Pourquoi ça ne s'est pas passé avec Tintin? Parce que Hergé a été clair dès le début. Il a dit Hergé c'est moi. Tintin c'est moi? Oui. Tintin c'est moi. Mes collaborateurs font des choses très bien, ils dessinent même mieux que moi, mais j'y mets mon âme, j'y mets mes idées. Et si quelqu'un d'autre poursuivait l'œuvre de Tintin, ça ne serait pas vraiment Tintin. Tintin, c'est moi, disait Hergé. Et alors justement... Et il a eu l'avantage de le mettre noir sur blanc. Sa veuve a respecté ses desiderata, et maintenant, justement, comme il n'y a plus de Tintin qui sortent, ça permet de faire justement des belles expositions dans des grands musées comme le Centre Pompidou. Je cite dans mon article différents musées en Espagne, en Corée, au Japon.
en Belgique. Je reviens d'une exposition à Spa, le musée imaginaire de Tintin. Et c'est peut-être mieux d'avoir des belles expositions dans des musées comme la Fondation Janada. J'ai entendu justement que cette exhibition temporaire à laquelle je suis à l'origine, de Leonard Janada sur les traces de Tintin, rencontre beaucoup de succès et que le catalogue de 160 pages que tu as eu l'amabilité de montrer avant se vendait tout aussi bien, voire mieux que le catalogue sur Cézanne et Renoir, qui est l'exposition principale actuellement présentée à la Fondation Janada. Ça, c'est un petit garçon de 10-12 ans qui connaît absolument pas Tintin. Comment tu le dessines pour l'attraper, pour faire en sorte qu'il dise « Ah maman, dans ce rayon, j'ai envie cette fois de prendre Tintin au Tibet ou un autre ». C'est quoi le personnage de Tintin? Qu'est-ce qu'il va découvrir chez ce personnage, pour toi? Moi, je trouve déjà les histoires, c'est très bien dessiné. On sent un vrai respect du lecteur de la part d'Hergé. Ce n'est pas des dessins qu'il faisait en 5 minutes, tout est bien construit. Et il y a des valeurs saines, il n'y a pas de vulgarité, il y a beaucoup d'amitié, et peut-être la plus belle preuve d'amitié, c'est cette rencontre entre Tintin et Chang, qui est un peu la rencontre entre... Et si tu devais définir en 3 adjectifs Tintin, tu dois le caractériser en 3 adjectifs. Alors, curieux, débrouillard et très fort. Très fort. Ouais. Il vient à bout de tous les méchants dans tous les albums. Il fait preuve justement aussi de beaucoup d'humanité. J'ai fait aussi un parallèle entre Leonard Janada et Tintin. Donc Tintin est avec le capitaine Haddock à Boulansart, et il y a des Romanichels qui envahissent la propriété de Boulansart. Les policiers viennent, il faut les expulser. Et puis le capitaine Haddock et Tintin disent non, il faut qu'ils viennent chez nous. C'est un scandale que leur camp avant était à côté d'une décharge d'immondices. Et on les accueille chez nous, et c'est un peu ce qu'a fait, toute proportion gardée, Leonard Janada, qui a accueilli à Martigny des familles syriennes, des familles ukrainiennes, donc un autre point commun. Donc je me suis aperçu que depuis les premiers reportages de Leonard Janada en 1953 aux États-Unis, puis après en 1957 en Russie, il y a vraiment beaucoup de points communs entre Leonard Janada et Tintin. Et donc ce grand, voilà, Leonard Janada, lui, si tu lui avais posé la question, il m'avait répondu: Tintin, c'est un héros au grand cœur. Ok. Alors, tu es connu aussi comme journaliste dans le sport automobile. C'est quoi ton premier souvenir de contact avec la voiture? Qu'est-ce qui fait que tu as, à travers ta vie, tu es resté un peu fidèle au sport automobile? C'est clair, mon père avait une voiture, mais mes parents ne s'intéressaient pas du tout au sport automobile, mais mon père aimait bien conduire, ça c'était donc déjà un point positif. Je pense que si mon père n'avait pas de voiture et qu'il se serait déplacé avec sa famille seulement en train, j'aurais pas eu cette passion. Puis après, donc, le Valais, c'est comme une terre assez importante pour le sport automobile. Il y a Anzer, il y a le rallye du Valais, il y avait le slalom de Sion, à l'époque il y avait encore Sierre Montana, donc il y avait un terreau fertile pour qu'on s'intéresse Mais ton premier souvenir personnel de l'automobile? De l'automobile sportive. C'est les grands prix de Formule 1 à la télévision. Je me souviens une fois au téléjournal, ils avaient dit voilà, Claire Gazzoni, un pilote suisse, a remporté un grand prix. Et là, j'étais encore relativement jeune, comme c'était en 74, puis je me souviens qu'à partir de 76, donc à l'âge de 12 ans, je suivais un peu les grands prix de Formule 1. Après, il y a eu aussi une conférence ici, pas loin de chez toi, au sommet à l'ancien collège des garçons. Il y avait une conférence de Claire Gazzoni, Jacques Lafitte et Jean-Pierre Jabouille. Donc Claire Gazzoni, pilote suisse chez Ferrari, et Jean-Pierre Jabouille et Jacques Lafitte, deux pilotes français de renom, qui étaient venus ici faire une conférence à Sion. Puis le lendemain, ils étaient allés faire du curling sur la patinoire des corps à Crans-Montana. D'accord. Et là, justement, j'en avais profité pour faire mon premier article. J'avais fait l'interview de Claire Gazzoni dans le journal du lycée-collège des Creusets à Sion.
C'est mon premier article sur le sport automobile. À la suite de cette conférence, j'en ai profité, je dis Monsieur Regazzoni, j'aimerais vous poser quelques questions, et lui il a accepté très aimablement. Alors on va revenir au sport automobile tout à l'heure, mais c'est la période des Jeux Olympiques, le sport planétaire, etc. Inscrit dans la cité, quels mots te viennent par rapport à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques que je sais que tu as regardé en partie avec attention? Je l'ai trouvé très réussi. J'ai beaucoup aimé justement aussi la partie qui était assez décriée avec un petit peu avant avec les drag queens et la DJ Barbara Bush. Pour moi, j'ai trouvé la bande son était vraiment excellente. J'en ai profité pour enregistrer cette émission pour pouvoir reconnaître qu'est-ce que c'est comme chanson avec Shazam, parce que c'était vraiment des jolis tubes des années de musique électro des années 80 et 90, et puis aussi une lutte qui me tient un petit peu à cœur. Donc comme beaucoup de personnes, je suis quelqu'un de curieux, donc le lendemain de la cérémonie d'ouverture, j'ai googlisé cérémonie d'ouverture et je suis tombé sur différents articles qui disaient qui est cette DJ Barbara Bush, et puis j'ai trouvé que c'était quelque chose de bien. Donc un des messages de cette cérémonie d'ouverture, c'était l'inclusion. Et on lutte beaucoup justement contre le racisme, contre le sexisme, mais à mon avis on ne lutte pas assez contre la grossophobie. Et elle disait le fait que je sois lesbienne et grosse, elle a cumulé les tares, et je trouve très bien qu'elle a eu son moment de gloire planétaire, ce d'autant plus justement que la bande-son était excellente. Après, tu as évoqué Philippe Catherine, ça c'était un petit peu moins intéressant, mais aussi remis dans le contexte. Il a vraiment bien interprété Dionysos, qui était aussi bleu dans ce banquet de l'Olympe. Est-ce que sur le moment, je ne parle pas dans l'après-coup, mais sur le moment, tu as pensé que cette scène-là avait quelque chose à faire avec la scène du Christ? Honnêtement pas, non, j'ai pas pensé. Mais nous sommes quelques-uns, parce que moi qui ai regardé attentivement cette cérémonie, j'ai pas eu... J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Donc il y a certaines personnes qui ont reconnu la scène du Christ et qui étaient scandalisées qu'on se moque. Je t'ai dit que j'aimais bien aussi la BD, surtout Tintin, un petit peu aussi Astérix. Et puis j'ai vu une publication sur Facebook d'une personne qui disait « Je suis vraiment scandalisé que les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris se soient moqués du festin d'Astérix à la fin de tous les albums », disait Philippe Catherine. Hein, c'est ça, le quatrième degré, on est d'accord. Philippe Catherine ne ressemblait pas du tout au sanglier. Donc je trouvais que c'était... j'aime bien des fois l'humour noir, j'aimais bien aussi... J'adore aussi les caricaturistes comme Herman dans la Tribune de Genève, Barrigue maintenant dans Ligous, et à l'époque dans la Suisse ou dans Le Matin. Et ce quatrième degré, c'était bien. J'ai aussi un autre ami qui a publié sur Facebook, il y avait un prêtre qui avait trouvé très bien ce clin d'œil à ce festin de l'Olympe, c'est clair, l'Olympisme, Dionysos. Pour le scénariste, Joly, c'était clair, c'était pas clair pour tout le monde. Là, peut-être ils auraient dû préciser dès le début que c'était pas la scène et que c'était le festin d'Olympe avec Dionysos, parce que Dionysos arrive vers la fin, donc les gens ont pu ils ont pu changer de chaîne entre deux. Ça aurait évité un petit peu de polémique, mais bon, peut-être s'il n'y avait pas eu ces polémiques, on n'en aurait pas parlé, on ne serait pas là en train d'en discuter. Et Gojira et Marie-Antoinette? Alors ça aussi, comme j'ai regardé en replay assez rapidement, je n'avais pas vu, donc le lendemain je suis allé regarder justement, puis Marie-Antoinette, c'était vraiment très court, j'étais vraiment étonné qu'on en parle. Ça dure quoi? Ça dure même pas 5 secondes quoi. Ça tu parles de l'extrait Marie-Antoinette, les Gojira, comme je ne connaissais pas, je me réjouissais un petit peu parce qu'il y avait Trust à l'époque qui était très commercial, un peu comme Téléphone, mais un peu plus. Les Gojira, je ne connaissais pas, et puis le peu que j'ai écouté, ça m'a pas
incité Non. à regarder à la vitesse. C'est vrai? Donc j'ai continué en face Fostward et puis de voir les équipes Ouais. qui défilaient, et puis pour des nations qui me tenaient un peu plus à cœur, comme la Suisse, ou bien des fois le Liechtenstein ou la France. Là, j'ai regardé en vitesse réelle. Puis alors, tu postes des photos, des éléments de course automobile, et puis tu reviens très régulièrement sur un des pilotes qui a marqué la Suisse, Joe Siffert. Pourquoi Joe Siffert? Puis peut-être juste rappeler qui fut Joe Siffert, parce que naturellement les plus jeunes ignoreront tout. Alors Joe Siffert a été le premier pilote suisse à avoir remporté un Grand Prix de Formule 1 comptant pour le championnat du monde. La précision est utile parce qu'il y avait Toulouse de Grafenried qui avait gagné le Grand Prix de Grande-Bretagne en 1949. C'était lequel pour Joe Siffert? C'était aussi le Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est vraiment quelque chose d'étonnant. Donc Toulouse de Grafenried a gagné le Grand Prix de Grande-Bretagne en 1949, mais le championnat du monde a été créé en 1950. Donc il ne rentre pas dans les statistiques. Et puis Joe Siffert a remporté sa victoire le 14 juillet 1968. Là, j'ai le doute, au mois de juillet 68, je ne sais plus si c'est 14, mais en tout cas, Claire Regazzoni a gagné le 14 juillet 1979 et j'étais par hasard dans les spectateurs. Pour Joe Siffert? Non, pour Claire Regazzoni en 79. Mes parents avaient envie d'aller en Angleterre cet été-là. J'ai dit, il y a le Grand Prix de Formule 1, ça serait une bonne idée d'aller, allons-y. Et puis, c'est Claire Regazzoni qui a gagné et c'était quelque chose d'assez fantastique parce qu'il était dans son 40e année et n'avait plus gagné de course depuis 3 ans. Donc c'est assez étonnant qu'un pays comme la Suisse, qui n'a pas de circuit, a eu 3 pilotes qui ont remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui est le berceau du sport automobile. Donc on parle de Paris, on parle de la voiture, on doit parler de la voiture à Paris, qui est un peu l'ennemi, on va dire, de Madame Hidalgo et de la gauche parisienne. On essaye de restreindre l'accès à la voiture pour la ville de Paris. Voilà. Toi, par rapport à toute cette problématique, on va dire aujourd'hui verte, etc., et ta passion du sport automobile, je pense que tu t'es trouvé parfois en total décalage avec des gens qui pouvaient te tenir un discours, on va dire, virulemment anti-voiture. C'est quoi ton réflexe rhétorique quand tu es en face de ces personnes? Voilà, je suis moins passionné de sport automobile que par le passé. Je suis aussi cycliste de temps en temps et je trouve justement qu'on devrait faire beaucoup plus pour les vélos. Il suffit d'aller, pas besoin d'aller au Danemark ou bien aux Pays-Bas, mais déjà en Suisse alémanique. Mais c'est pas contradictoire? Non, justement, il y a beaucoup de pilotes qui adorent le sport automobile et qui adorent se promener dans la nature. Donc là aussi, un bon argument pour le rallye du Valais. Il y a des pilotes vaudois, genevois, belges, allemands qui ont découvert le Valais par le sport automobile et qui sont revenus plus tard pour s'acheter une résidence secondaire tellement ils trouvaient ça beau, quoi. Mais on est passé un peu trop rapidement, si tu permets, sur Joe Siffert. Donc c'est aussi un petit peu d'actualité. Donc ça a été le premier pilote à avoir remporté un Grand Prix de Formule 1. Après, il en a gagné un deuxième. Il a été pilote d'usine chez Porsche. Et il avait vraiment une carrière à l'américaine. Il est parti de très très bas de l'échelle, presque analphabète. Il n'avait presque pas de formation. C'est un mécanicien, non? Il avait fait un apprentissage de carrossier. Il retapait les voitures, justement, puis il les revendait. C'est ce qui lui a permis de s'acheter ses premières motos, sa première voiture. Donc vraiment une carrière assez fantastique, comme on dit en Suisse allemande, nettoyeur d'assiettes, de plongeur dans un restaurant qui finit directeur d'hôtel ou même directeur d'une chaîne d'hôtel. Et maintenant, on se trouve aujourd'hui à la veille de l'ouverture du festival de Locarno et il y a eu un très beau film sur Joe Siffert qui a été présenté justement au festival de Locarno en 2005. Et là aussi, le metteur en scène qui était jeune, comment il n'a pas connu justement les exploits de Joe Siffert. Il s'est pris de passion pour ce personnage. Il a commencé à étudier tout ce qu'il a fait et c'est vraiment quelque chose de fantastique, quoi. Donc, sa famille était vraiment très très pauvre. Ils sont nés à Fribourg et puis pendant la Seconde Guerre mondiale, ils habitaient à Morat. Et la mère de Joe Siffert, donc Joe Siffert avait 3 sœurs, donc 4 enfants pendant la Deuxième Guerre, ils n'avaient pas de quoi manger. Et la mère de Joe Siffert, Maria Siffert, a fait à pied Morat, Fribourg et retour pour vendre
un vaisselier d'argent qu'elle avait reçu pour le mariage, pour avoir quelque chose, un peu d'argent pour acheter pour ses enfants. Donc c'est vraiment, on ne s'imagine pas à quel point justement ils étaient pauvres, un peu comme on a connu ici en Valais, tous ces Valaisans qui ont immigré à Genève, ou voire plus loin aux États-Unis, parce qu'on n'avait pas d'argent. Et le cas de Jossifert, justement, c'est plus pauvre, c'était difficile, et il a quand même réussi. Là aussi, c'est un bel exemple pour la jeunesse, si on croit, si on travaille. Peut-être on arrive à... En fait, je voulais revenir sur Jossifert à travers les 24 heures du Mans, Voilà. parce que je crois qu'il a fait aussi les 24 heures du Mans. Oui, oui. Il a participé à toutes les éditions depuis 1965 jusqu'à 71. L'année de sa mort, le 24 octobre 1971, à Brands Hatch, lors d'une course de Formule 1 qui ne comptait pas pour le championnat. C'est la seule course d'endurance qu'il n'a jamais remportée, mais en 1966 et 1967, il a gagné les 2 fois l'indice de performance en terminant très, très bien placé, donc en 5e et 6e position, en tout cas dans le top 6 les 2 fois. Donc là aussi, on lui avait accusé justement que c'était un peu un casseur de voiture, c'est pour ça qu'il ne terminait pas les courses de 24 heures. Et là aussi, c'est un peu le même procès que pour Hergé, c'est faux. Donc il a terminé plusieurs fois les 24 heures du Mans en gagnant 2 fois l'indice de performance. Donc là aussi, on peut s'inscrire en faux contre les gens qui jugent les fois un peu trop rapidement. Hergé, raciste, misogyne. Jossifert, casseur de voiture. S'il était casseur de voiture, il n'aurait jamais remporté de course. Et il a contribué à 3 titres de champion du monde des marques pour l'usine Porsche. Et quand on parle du 24 heures du Mans, moi ce qui me vient, et de BD en même temps, tu l'as évoqué au début de l'entretien, c'est Michel Vaillant. Voilà. Alors Michel Vaillant, je pense, a été un de tes héros d'enfance aussi. Moi, non, justement, la bande dessinée, c'était vraiment un peu Tintin. Après, c'est venu Astérix, mais Michel Vaillant, c'est venu beaucoup plus tard. Le regard que tu donnes comme un peu amateur là éclairé du sport automobile sur les BD de Graton. Là aussi, un grand respect du lecteur. Jean Graton se documentait beaucoup. Il écrivait donc ses histoires dans le journal Tintin. Et il reconnaissait justement qu'il faisait du bon travail, mais qu'à l'époque déjà, Hergé c'était la grande star, et c'est encore maintenant. Donc même si on a vendu beaucoup de millions d'albums de Michel Vaillant, une chose peut-être que tu ne sais pas, c'est qu'il y a même un épisode de Michel Vaillant qui s'est fait à Sion, autour du Rallye du Valais. D'accord. Et ça mériterait aussi une fois que j'écrive un article là-dessus. Donc Michel Vaillant, c'est bien peut-être justement... c'est un extrait de la BD ou c'est toute la BD Toute la BD qui... Et le titre de cette BD, c'était quoi? J'ai un doute, il y a le Cervin en couverture. Je ne sais plus si c'est le défi. Moi, je ne suis pas un vaillantologue. Par contre, un tintinologue, c'est l'adjectif que m'avait affublé Darius Rochemin quand je suis passé au 1930. Il m'avait écrit, il y avait mon portrait, puis dessous c'était écrit Laurent Misbauer, tintinologue. Et Michel Vaillantologue, je ne le suis pas malheureusement. Mais aussi par curiosité journalistique, j'ai feuilleté quelques albums. Mais pour te dire, j'ai peut-être 3-4 albums de Michel Vaillant, que j'ai la collection complète de... Mais alors, on peut peut-être parler de Tintin et les voitures, parce que voilà. Tintin est de temps en temps au volant. De nouveau, là aussi, Tintin, c'est Hergé. Hergé adorait conduire. Il venait tous les ans en Valais. Il diffusait ses bandes dessinées dans un journal catholique de Saint-Maurice et venait toucher son argent à Saint-Maurice, puis après il poursuivait, il faisait le Simplon, il allait passer quelques jours de vacances au Tessin, et avant de venir en Valais, justement, il faisait la même chose, il allait à l'école illustrée, il faisait quelques jours de vacances à Gland. Et Tintin à la voiture, c'est important donc, pour les comme Hergé aimait rouler, il a fait rouler Tintin dans beaucoup de voitures, dès la première histoire Tintin au pays des Soviets. Et dans Tintin, au pays des Soviets, il conduit une Mercedes très puissante, similaire à celle que Léonard Janada expose au musée de la Fondation Pierre Janada. Et cette Mercedes est tellement puissante que quand il accélère, Tintin, il y a la houppette qui se forme, et c'est depuis là donc, que Tintin a la houppette. Et donc c'est lié à l'automobile, et puis après justement, peut-être tu connais, il y a beaucoup de miniatures automobiles qui sont vendues encore maintenant avec l'échelle à 18,
c'est un acteur très important des BD de Tintin, là, à l'automobile. Comme tu as vécu ta vie professionnelle dans le journalisme, j'aimerais te poser cette question un peu bateau, mais je crois qu'elle est très importante pour votre profession. C'est quoi ton regard sur l'évolution de cette profession depuis tes premiers articles sur le basket à aujourd'hui, avec le changement de paradigme, on va dire, journalistique? C'est un vaste sujet, donc dans les comptes rendus de manifestations sportives, que ce soit des matchs de basket, de football, de hockey sur glace, il n'y a pas beaucoup de changements, ça intéresse toujours beaucoup de monde. Ça, c'est aussi l'avantage par rapport justement à... Moi, j'ai toujours été plutôt... Au niveau du sport, tu dirais que le journaliste n'a pas été affecté Non, trop... moi j'ai la chance justement d'être journaliste spécialisé d'abord dans le sport, l'automobile, le tourisme. Hein, j'ai fait 15 ans dans un hebdomadaire touristique en tant que rédacteur, et c'est là justement le premier article vraiment important que j'avais écrit sur Tintin. Donc c'est un hebdomadaire touristique, il fallait trouver des connotations touristiques dans les histoires de Tintin, et j'avais un voyage de presse touristique en Égypte, et puis c'était en 99-2000, et avant de monter dans l'avion à l'aéroport de Genève, je dis je vais m'acheter un magazine, et puis à l'époque il y avait tout l'inventeur du siècle, la voiture du siècle, le voyageur du siècle, c'était le titre qu'avait choisi le magazine Géo pour présenter Tintin. Et dans ce magazine, ils présentent différentes destinations dans lesquelles Tintin est allé, et puis sur la Suisse, j'ai dit mais j'en sais beaucoup plus, je vais faire un article là-dessus. Et c'est comme ça que c'est parti ma tintinophilie. J'ai envoyé cet article à la veuve de Hergé qui m'a très gentiment répondu. Ensuite je suis allé voir les archives d'Hergé à l'avenue Louise à Bruxelles, et de fil en aiguille j'ai écrit beaucoup d'articles sur Tintin, même dans le Nouvelliste, ça m'est arrivé 2 fois de parler de Tintin. Et donc, j'ai pas tellement répondu à ta question au niveau du changement. Les gens, justement, lisent moins les journaux aussi aujourd'hui à midi. Dans le restaurant où je suis allé, il y avait 3 journaux. Personne ne le feuilletait, c'est moi qui étais le feuilleté. Donc, je dirais c'est les 60, voire même 70 et plus qui feuillettent les journaux. Après, justement, on dit chaque fois qu'il y a quelqu'un qui décède, que ce soit... Donc moi je travaille au quotidien La Liberté, mais je lis régulièrement le Nouvelliste. Chaque fois que quelqu'un décède, paraît-il, justement, s'il est abonné, on perd un abonné, et c'est pas certain que la descendance s'abonne. Ça c'est un problème, donc on essaye d'attirer un petit peu les jeunes lecteurs par le sport. Donc si on fait beaucoup d'articles sur les sessions dans le Nouvelliste, ou sur Gauthieron et sur Fribourg Olympique dans les Libertés, à mon avis ça permettrait de fidéliser un tout petit peu les jeunes, mais s'ils ne s'intéressent pas au basket et au football et puis au hockey sur glace, il y a des fortes chances qu'ils ne lisent pas les journaux. Les Jeux Olympiques, il y a ton sport initial, on va dire, le basket, où tu as fait ton premier article, tu nous as dit tout à l'heure. Est-ce que tu maintenant... Moi, justement, avec les années, je suis moins le basket, mais comme je t'ai dit, j'ai vu un magnifique reportage sur OMB, sur Canal+, et ça m'a vraiment donné envie de regarder 3 matchs de basket de l'équipe de France, qui malheureusement ne connaît pas le succès qu'elle espérait. Bon, pour dire la vérité, nous qui connaissons un peu le basket, on peut dire qu'ils ont été vraiment très mauvais. Voilà, ça je te laisse pas patenter, parce que j'ai vraiment, alors, regardé. J'assume ce discours. J'ai juste vu, justement, pendant que j'étais à la rédaction à La Liberté, pendant qu'on est au desk, je voyais les images de France-Allemagne, et puis là aussi il y avait 20 points d'écart. C'était vraiment terrible pour la France. Et là, de nouveau, plus on en parle, plus les gens regardent. Si on n'en parle pas... Il y a eu un match de basket féminin devant 27 000 personnes en Europe occidentale, entre la France et... Aussi, ce qui est étonnant maintenant, je manque l'Allemagne, une des meilleures équipes d'Europe. Champion du monde. Ce qui n'était pas le cas quand on était ensemble au bébé session. À l'époque, je me souviens aussi de l'essor du Brésil, et puis aussi des Grecs qui avaient naturalisé quelques Yougoslaves. Donc je reste
persuadé que le basket c'est un beau sport, mais là aussi pour qu'il ait un peu plus de succès en Suisse, il faudrait qu'on en parle plus. Et malheureusement, on n'a plus de quotidien sportif. Moi, je considérais le matin, dans lequel j'ai beaucoup travaillé, comme notre seul quotidien sportif en Suisse romande. Donc la moitié, c'était avant. Je ne sais pas si tu as connu la semaine sportive. Aussi, oui. Voilà. Il y a bien longtemps. Comme je suis encore abonné maintenant à l'équipe, et puis je fais être volontiers le Blick, parce que c'était un peu l'équivalent du matin, avec une page, un cahier sportif vraiment très intéressant. Et je dois tirer un coup de chapeau à la Liberté. Je trouve le cahier sportif de la Liberté vraiment très bien. Celui du Nouvelliste est bien aussi. Par contre, à 24 heures et la Tribune de Genève, qui sont aussi deux journaux cantonaux, c'est vraiment insuffisant. Ils ont 2 pages de sport par numéro. Tu peux t'imaginer, justement l'année passée avec 3 équipes de football en première division, c'était insuffisant, et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles 24 heures et la Tribune de Genève se portent moins bien que le Nouvelliste et que la Liberté. Toi, tu penses que ça peut être encore aujourd'hui un appel aux jeunes? Oui. Et même à l'époque, André Luizier l'avait bien compris en sponsorisant le Session. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à feuilleter le Nouvelliste qu'on avait en salle de lecture au lycée-collège des Creusets. Il y avait des articles sur le foot, sur le basket, des articles aussi sur le basket qui étaient signés par Oscar Freisinger quand il jouait à Sierre, pour ouvrir une parenthèse. Et il y avait aussi beaucoup d'articles sur le sport automobile, ce qui m'a permis de m'intéresser au sport automobile. Je pense sans la lecture de Nouvelliste, j'aurais été moins passionné de basket et moins passionné de sport automobile que je ne suis. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ceux qui veulent avoir de l'information là-dessus, ils auront tendance à aller sur les chaînes YouTube, sur TikTok, etc., où on a beaucoup de YouTubeurs il y a par exemple, je ne sais pas si tu connais Trash Talk. Non, je ne connais pas. Alors vraiment, ils suivent toute la NBA, maintenant ils suivent également les Jeux Olympiques, mais ça c'est ponctuel. Voilà. Mais qui ont ça, vraiment beaucoup de succès, des centaines de milliers de personnes. Hein. Et puis nous, donc la presse régionale, on doit vraiment amener quelque chose de plus. Aujourd'hui, j'ai lu le compte rendu de Lucerne Sion, c'est vraiment bien. C'est pas des informations qu'on retrouve sur Internet au niveau suisse, c'est clair. Si avant, justement, je me souviens le dimanche matin, on allait acheter le journal le matin dimanche pour savoir quels étaient les résultats de telle et telle équipe. Donc ça fait un peu un vieux combattant, mais je te parle de 1990, c'est clair, ça fait 34 ans. À l'époque, il n'y avait pas encore le télétexte autre. Pour voir les résultats, il fallait acheter le journal. Est-ce que le journaliste sportif, pour capter l'attention, il doit raconter une histoire avec son information? Un peu comme Hergé, il doit avoir un grand respect du lecteur, il doit amener quelque chose d'autre que tu n'as pas sur Internet, des interviews, des statistiques. Moi, je suis aussi sensible un petit peu à la mise en page, aussi à une hiérarchisation des informations. Si le rédacteur a décidé de mettre une photo sur 4 colonnes et une autre sur une colonne, une demi-colonne, il y a un sens. Et je crois que justement les rédactions sportives des 2 quotidiens que je viens de citer, que je connais mieux que les autres quotidiens, ils vont dans la bonne direction, justement. Si c'est juste pour dire que, comme l'a fait justement le matin dimanche, ils ont fait qui est très la partie sportive vraiment n'a rien à voir avec celle qu'on avait il y a 30 ans avec Michel Busset, qui était un journaliste que je respectais beaucoup, qui était rédacteur en chef adjoint du matin. Et lui, il disait justement, pour qu'on vende le journal à Bienne, à Fribourg, il faut parler des compétitions qui se déroulent sur place. Et les gens achètent maintenant toutes ces compétitions. Donc le matin ne fait plus de basket. Même le football, c'est la portion congrue. Après, il ne faut pas s'étonner que les gens l'achètent. Est-ce que c'est lié à la quantité, au volume des réseaux sociaux, de tous ces gens qui s'expriment, je veux dire, à titre individuel, et finalement ça donne ce magma Moi, je pense que c'est dû. Pourquoi il y a moins d'articles sportifs dans le matin dimanche, mais pas seulement sportifs, il y a moins de publicité. Avant aussi, j'aime bien feuilleter les magazines de l'Illustré numérique. Tu as tous les numéros à la bibliothèque cantonale universitaire de Lausanne. Tu voyais des pages et des pages de publicité, même le Nouvelliste qui faisait, je ne sais pas, 80, 80 pages, parce qu'il y avait beaucoup de publicité. Maintenant, ces publicités
ne Elles sont ont pas là. émigré Oui, vers elles ont d'autres été- supports. C'est ça, sur les GAFA. Ouais. Et donc, moins d'argent, moins d'articles, mais au moins sauvons justement les choses qui intéressent les gens, comme le BBC Monté, le FC Sion. Toi, tu es convaincu qu'en donnant un axe Oui, tu arrives à sportif au fidéliser quotidien un petit peu. locaux, Ouais. Sinon, il y aurait c'est perdu, quoi. un sauvetage. Oui, oui. Le sport est très, très important. Il l'a été à l'époque d'André Luisier et maintenant il est aussi pour garder le peu de chance qui. Ça serait bien justement qu'on ne baisse pas les bras sur le sport dans les quotidiens. Mais c'est vrai que pour lire les journaux, il faut avoir le temps. Et les gens expliquent que le temps que tu passais avant pour lire les quotidiens, ben, tu le passes maintenant pour regarder tes mails, tes WhatsApp, Facebook, les réseaux sociaux qui te prennent, allez, disons, 1 heure ou 2. Et ce temps-là, tu dois le prendre quelque part. Alors, beaucoup le prennent aussi sur la télévision, mais aussi sur la lecture des quotidiens. Alors je me suis dit, avec un ami du sport automobile comme tu l'es, j'aimerais parler de quelque chose que je ne connais pas, mais qui est déterminant dans la Formule 1. C'est l'ingénierie, tout ça, qui est très très important, qui est, on va dire, peut-être décisif Voilà. pour l'obtention des titres mondiaux. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence sur une voiture pour le spécialiste que tu es en Formule 1? Voilà, c'est quelque chose qui est très frustrant pour moi. J'aimerais bien que celui qui soit en tête de la course soit le meilleur pilote et pas celui qui a la meilleure stratégie, qui a choisi les bons pneus, le bon mélange. Et ça, c'est quelque chose de très frustrant. L'automobile a toujours été très importante. Si on met Max Verstappen sur une Williams, il ne va pas gagner de course. Ça a toujours été un peu le problème. Mais depuis très longtemps. Mais depuis très longtemps. Maintenant, ce qui est un peu plus compliqué, justement, c'est que tu ne sais pas si le pilote qui est en tête par ses mérites ou parce que ses ingénieurs ont choisi le bon mélange de pneus, l'ont fait arrêter au bon moment. Ça, c'est embêtant, mais tant que la Formule 1 gagne à l'audimat, en notoriété, et là, ces dernières années, c'est monté aussi au niveau des États-Unis, plus de courses. Et puis cette année, justement, étonnamment, il y a eu 7 vainqueurs différents. Ce qui était pas le cas, je te rappelle, depuis très très longtemps. En 1988, toutes les courses avaient été gagnées par McLaren Honda, sauf le Grand Prix d'Italie, où Ferrari avait gagné la course d'une façon assez rocambolesque. C'était aussi quelque chose de très drôle. C'était très drôle entre guillemets. C'était le premier Grand Prix disputé après la mort d'Enzo Ferrari. Alors les gens disaient qu'il avait fait en sorte que son équipe gagne alors qu'elle n'avait aucune chance de gagner. Si je me souviens bien, Prost a eu un problème de moteur et Ayrton Senna, après la chicane sur la ligne droite, un accident avec Jean-Louis Schlesser qui a disputé à cette occasion son premier et son dernier Grand Prix. Il avait un tour de retard, il s'accroche avec Senna. Donc les deux McLaren Honda qui avaient remporté toutes les courses jusque-là ont abandonné. Et puis c'est Gerhard Berger sur Ferrari qui a gagné la seule course qui a échappé cette saison 88 à McLaren. Donc déjà à l'époque, les courses étaient un petit peu monotones. On a connu aussi l'époque de Schumacher, où Schumacher a gagné toutes les courses. Et puis l'année passée, l'immense majorité des courses a été remportée par Max Verstappen. Cette année, il a fait une belle série de victoires. Il est toujours en tête du championnat, mais ça a été un peu plus animé du fait qu'il y a eu 7 vainqueurs différents. Le pourcentage entre l'argent, l'ingénierie et le pilote dans le succès voilà, on a coutume de dire des fois de façon plus ou moins honnête que c'est 20% le pilote et 80% la voiture, sans rentrer dans les détails. Est-ce que c'est l'ingénieur, est-ce que c'est l'aérodynamique, est-ce que c'est les pneus, mais la voiture c'est 80%, ceux qui sont peut-être un peu moins modestes, c'est 40-60%, mais c'est plutôt 20-30%. Le pilote et puis 70% la voiture. C'est ce que je disais avant, tu mets un bon... Le pilote le moins bon, entre guillemets, parce que c'est tous des sacrés pilotes si on est en Formule 1, mais celui qui serait le moins bon avec des machines identiques, qui piloterait la voiture de Verstappen, est-ce qu'on peut dire qu'il serait dans les 2 premiers Oui, on a eu cet exemple si je ne dis pas de bêtises, en 2021. Lewis Hamilton a eu le Covid, il a été remplacé par
par Russell, George Russell. Et dès le début, il a fait un excellent temps. Il était à longtemps pole position. Après, c'est une démonstration par l'acte. C'est ça. Et puis cette année, tu as eu le cas avec Carlos Sainz qui a dû sauter un Grand Prix parce qu'il a dû se faire opérer à l'appendicite. Ils ont pris un jeune pilote inconnu qui n'avait jamais fait de course de Formule 1 et qui s'est bien débrouillé et qui est arrivé à marquer des points. Je crois qu'il a terminé 6e ou 7e pour la première course. À 18 ans, la voiture est vraiment très importante. Et puis le jeune qui voudrait faire du sport automobile une passion effective, quelle ligne il doit suivre d'après toi? On a eu justement, j'ai commencé à me réintéresser un peu plus à la Formule 1 qu'on a eu Sébastien Buemi, que je considère un pilote régional, même s'il est de l'autre côté du Rhône à Aigle. Je connais son oncle, je connais son grand-papa qui courait aussi. Et lui, justement, il a fait presque tout juste. Donc, il a fait du karting, il a fait une formule de promotion. Et là aussi, la Suisse, c'est un petit marché, mais son talent était tel qu'il a eu l'appui des Red Bull. Et Red Bull l'a amené en Formule 1. Puis maintenant, il est parti chez Toyota. Il a toujours un contrat de pilote du simulateur chez Red Bull. Et maintenant, si tu veux arriver en Formule 1, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, même si tu viens d'un petit pays comme la Suisse, si tu as vraiment le talent, tu peux intéresser justement des filières. Donc, il n'y a pas seulement Red Bull, il y a la filière Mercedes, la filière Ferrari. C'est difficile, mais ça peut être possible. Et le meilleur exemple que ça peut être possible, c'est un exemple de Joe Siffert, on en revient, qui était vraiment très très pauvre et qui a réussi à faire de la Formule 1. Et puis le fait qu'on a eu Sébastien Buemi, puis on a eu aussi Neil Jani et Marcel Fessler qui se sont retrouvés les 3 pilotes d'usine en endurance 24 heures du Mans. Les 3 ont gagné les 24 heures du Mans, là aussi de nouveau pour un pays comme la Suisse qui n'a pas de circuit, c'est vraiment quelque chose de bien. On disait on n'aura jamais plus de pilotes capables de gagner les 24 heures du monde, d'arriver en Formule 1. Il ne faut jamais dire jamais. Quoi. Et puis, on a des courses automobiles, Ursan Saint-Ursanne-les-Rangers, je crois, le week-end prochain. On a eu le rallye du Chablais. Tu ressens encore de l'enthousiasme populaire? Moins, là aussi, de nouveau, c'est un peu la quadrature du cercle, donc il y a moins d'articles dans les journaux. Les gens ne savent même pas justement qu'il y a la Saint-Ursanne-les-Rangers. La communication dans les journaux, après peut-être qu'il faut la faire aussi sur les réseaux sociaux, il faut faire un peu tout, pas seulement se contenter de la presse écrite, pas seulement se contenter des réseaux sociaux, beaucoup de gens qui n'y vont pas. Et plus on en parle, plus ça a du succès, et plus les gens vont voir. C'est un peu comme on a parlé avant de cette cérémonie des Jeux Olympiques. Je suis sûr, s'il n'y avait pas eu cette polémique sur la scène, sur Dionysos, on en aurait moins parlé. Et je suis sûr que beaucoup de gens ont été faire comment, ont peut-être regardé une deuxième ou une troisième fois en replay la cérémonie d'ouverture. Et puis si tu étais un écrivain et que tu te dis, moi j'ai envie d'écrire un roman sur un parcours qui me paraît vraiment assez extraordinaire, insolite, captivant, de tous ces pilotes que tu as côtoyés, que tu as pu interroger, et où tu devrais nommer quelqu'un, le prendre pour héros et une sorte de fil rouge dans ton livre qui dessinerait ce qu'est la course automobile. Moi je pense qu'on peut de nouveau parler de Joe Siffert. Tu es vraiment un fan absolu. Non, il y a plusieurs articles, plusieurs livres qui sont sortis, mais la matière est tellement riche qu'on peut en faire d'autres. Claire Regazzoni, Sébastien Buemi mériterait lui aussi un article, c'est aussi une carrière fantastique. Très helvète comme choix alors. Oui, parce que c'est ce qu'on connaît un peu le mieux. On est suivi de tout. C'est très difficile justement de parler des choses que tu connais moins. Et moi, je me suis toujours intéressé dès qu'il y avait une connotation suisse. Je ne suis pas tellement un fan de faute, mais comme je suis abonné à l'équipe, moi, je lisais le parcours de Lucien Favre comme entraîneur à Nice. Je me suis intéressé un petit peu aux joueurs suisses qui jouent en championnat de France, puis après tu les vois en Coupe du Monde, à l'Euro. Je crois que la Suisse, comme pour un petit pays, n'est pas si mal que ça, pas seulement en sport automobile, mais tu vas en football, hockey sur glace, en ski maintenant. Dans ton âme, quand tu te compares à 18 ans et maintenant par rapport à cette passion du sport, qu'est-ce que dirait
le Laurent Miesbauer de 18 ans ou Laurent Miesbauer d'aujourd'hui? Voilà, maintenant je suis moins passionné par le sport automobile et puis par le basket. C'est clair aussi, à l'époque, on avait le même âge que les joueurs. Mon épouse était amie avec les épouses des joueurs. Après, tout d'un coup, les joueurs ont atteint un âge où pour être nos enfants, donc on n'a plus les mêmes rapports. Et puis, je pense qu'il faut garder. C'est bien d'avoir une passion aussi. Si tu es passionné par le session, on va voir les matchs, lis les articles, documente-toi. Puis après, si tu changes de passion. Et aujourd'hui, ce serait quoi la tienne? C'est très difficile. Justement, j'estime un handicap. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Donc, je m'intéresse à l'architecture, à l'art moderne. Je suis un papivore. Je lis tout ce qui me tombe sous la main, beaucoup de quotidien. Et je m'intéresse moins à l'automobile que par le passé, mais des fois il faut peu pour que ça reparte. Mais maintenant je suis un peu plus sensible justement avec l'âge. Je trouve le bruit, ça me dérange un petit peu. J'aime pas beaucoup les bruits des motos. Et avec ton recul, quel conseil tu pourrais donner à un jeune de 20 ans qui a encore toute la vie à découvrir par rapport à ton expérience? Qui aimerait écrire, mais qui aimerait... Par exemple, voilà, c'est celui qui aimerait écrire. Voilà, mais ça c'est le conseil qu'on a vu non, le tien personnel, où tu te dis, il y a quelque chose de matière. Si tu es passionné, justement, spécialise-toi, essaye d'être meilleur que les autres et de le faire savoir. Et c'est peut-être une bonne époque maintenant. Avant, justement, il fallait publier quelque part. Maintenant, tu peux publier sur ton blog, sur ta page Facebook. Sois meilleur que les autres, fais-le savoir. Peut-être pas sois meilleur, mais justement, documente-toi. Lis tout ce qui tombe sous la main comme tu le faisais toi, ou bien que j'admirais beaucoup, c'était Gérard Chautrey, entraîneur de basket, ou Étienne Mudry, qui se documentait, qui lisait les magazines italiens pour les schémas. C'est comme ça qu'on arrive à... Je vois aussi Lucien Favre, je crois que c'est un entraîneur qui bosse beaucoup, les gens derrière leur téléviseur, ils pensent que c'est facile, et c'est pas si facile que ça. Si certaines équipes sont meilleures que les autres, si une BD comme Tintin ou Astérix traverse les âges. Aussi au niveau suisse, je me suis intéressé un petit peu à Zep et Titeuf, et je dois reconnaître que c'est d'une qualité graphique assez intéressante. Je ne sais pas si tu es allé voir l'exposition à Saint-Maurice. J'invite tout le monde à aller voir. Il y a plus que des petits dessins, de petits dessins pour enfants. C'est vraiment quelque chose qui peut intéresser aussi les adultes. Alors pour terminer cette émission, on va quand même recommander encore une fois la Fondation Janada, Tintin avec Léonard. Voilà. Et puis merci pour ce moment, Laurent Miesbauer. Si je peux ajouter quelque chose, sous la forme de boutade, on me demande pourquoi je suis devenu journaliste. Et la citation n'est pas de moi, mais je l'ai reprise à mon compte. Je disais, quand j'étais petit, je lisais Tintin. Il voyageait tout le temps, il ne travaillait jamais. J'ai dit, quand je serai grand, je vais faire la même chose. Alors, merci pour ce moment, Laurent Miesbauer. Merci à toi.